Ok, bah écoutez, on va démarrer ce séminaire qui va inaugurer une série de séances en 2022 et puis qui n'a pas vocation à s'interrompre. C'est un séminaire de travail, un séminaire de réflexion en construction collective. Et donc, on est parti pour une aventure dont on ne sait pas encore quel sera le terme. Évidemment, vous êtes libre de vous arrêter quand vous voulez, hein. Il n'y a pas de contrainte par rapport à ça, mais nous, on continuera quoi qu'il arrive. J'avais commencé à écrire de se féliciter, de nous féliciter d'être aussi nombreux, mais on est moins nombreux en direct que de personnes inscrites. Mais enfin, c'est quand même pas mal d'avoir une vingtaine de personnes présentes à 19 heures pour parler d'un sujet qui est quand même extrêmement facile, l'anthropologie clinique, que tout le monde connaît bien. Donc, c'est tellement populaire qu'on a autant de monde. Et puis, profiter aussi pour remercier l'équipe qui s'est enthousiasmée pour ce projet de séminaire. Elisabeth Suto, Edith Pons, Sacha Murlin, sans qui ce séminaire ne pourrait pas fonctionner. Donc, j'en profite pour les remercier. Et puis, Wilfried Magnier, qui m'a poussé à faire le pas, en fait, parce que je n'étais pas hyper motivé, j'avais un peu peur, j'étais un peu inquiet. Et puis, avec son punch, il m'a convaincu de démarrer ce truc. Voilà, j'espère que on va tenir cette aventure-là, ce challenge-là. Aussi remercier Antoine Devos, donc, qui n'est pas encore là, je ne sais pas s'il va nous rejoindre ce soir, qui est pédopsychiatre en Normandie et qui s'est pris aussi d'enthousiasme pour notre aventure d'anthropologie clinique et qui a aussi saisi la balle au bon pour venir travailler et réfléchir avec nous. Et puis Nicolas, dans cette montagne suisse, qui est présent à l'appel avec sa petite main levée en haut à gauche, qui vient veiller à la suite des destinées qu'il a fondées il y a déjà pas mal d'années. Cette idée d'anthropologie clinique, d'essayer de lui donner un fondement théorique. Et donc, il est là avec nous et ce soir, il va participer à cette première séance avec moi. Bon, j'en profite aussi pour saluer les contributeurs qui ont déjà donné leur accord pour travailler avec nous. Donc, Jean Lassègue, Jacques Fontani, Jean-Louis Feiss, Arnaud Plagnol, Alicio Moretti, Philippe Lacour et d'autres encore qui vont nous rejoindre et qui vont alimenter de leurs travaux et de leurs réflexions ce séminaire. Donc, je rappelle que ce séminaire se tiendra de façon régulière, de façon hybride, à la fois en présentiel et en distanciel. En présentiel, la salle n'est pas très grande, mais avec les restrictions sanitaires, on n'est effectivement pas très nombreux. Mais bon, c'est bien qu'il y ait du public en direct, ça vient faire chaud au cœur aussi. Voilà, donc on va essayer de tenir un rythme comme ça tous les 15 jours, un mois, selon qu'il y a des vacances scolaires ou pas. Et puis voilà, une saison de la rentrée jusqu'en juin, et puis ensuite, voilà, on s'arrête, c'est les vacances, on reprendra plus tard. Donc l'objectif de ce séminaire est multiple: poursuivre la construction de l'anthropologie clinique, donc déjà démarrée, à la fois en approfondissant son socle épistémologique, développer ses concepts et enrichir nos pratiques par le partage des applications concrètes que l'anthropologie clinique et la sémiotique nous apportent. Ainsi, on aura des séances plus théoriques tournées vers la recherche et d'autres qui feront une place à l'utilisation de la perspective de l'anthropologie clinique dans le champ thérapeutique, de l'intervention sociale ou éducative. Nous avons souhaité que les interventions soient sans concession quant à l'exigence de rigueur nécessaire à la recherche, tout en permettant un accès aux connaissances pour les participants qui ne disposeraient pas de certains prérequis. Alors, je vous rassure, aucun participant, orateur compris, ne possède l'ensemble des bases dans les différents domaines que nous allons aborder au cours de ce séminaire. Bon, c'est un peu la loi du genre, hein, c'est-à-dire que dans un séminaire pluridisciplinaire, aucun des participants ne peut maîtriser l'ensemble des connaissances qui seraient nécessaires au travail. En fait, on va venir dans ce séminaire pour à la fois acquérir des savoirs et en même temps
mesurer à chaque fois encore plus l'étendue de notre ignorance. On a aussi pour objectif, en diffusant ce travail, de mieux faire connaître l'anthropologie plus largement, en espérant qu'un certain nombre de cliniciens, psy, travailleurs sociaux, médicaux, paramédicaux et chercheurs en sciences sociales et humaines qui partagent les mêmes constats sur la situation des sciences cliniques et sociales actuelles, puissent trouver un lieu de convergence pour partager leurs réflexions. Je pense aux cliniciens, travailleurs sociaux et chercheurs qui pensent qu'une approche en première personne, c'est-à-dire qui ne néglige ni la subjectivité, la singularité, l'historicité et la complexité de la réalité anthropologique et de la clinique, est compatible avec une démarche scientifique dans sa méthode et sa rigueur, mais nécessairement aussi compatible avec les sciences positives, les sciences du nombre, celles de la matière et de la vie. Je pense aussi à ceux qui pâtissent aujourd'hui encore des clivages disciplinaires, de l'ostracisme dogmatique, ou pensent qu'il existe une voie moyenne entre éclectisme et dogmatisme, pour reprendre les écueils dénoncés par Nicolas Duruy. Qui pensent aussi que des approches intégratives pour la clinique et des approches pluri-, inter- et transdisciplinaires en sciences sociales sont possibles. Nous ne sommes ni les premiers ni les seuls à soutenir cette option-là. Toutefois, pour affronter ce redoutable challenge, nous avons fait le choix de prendre le problème à la racine en recherchant les paradigmes qui nous semblent les mieux à même de relever ce défi. On aura l'occasion tout au long du séminaire, grâce aux contributions qui vont se succéder, de revenir plus en détail sur ces constats préoccupants, mais aussi sur les propositions théoriques qui nous semblent offrir des solutions pour dépasser ces constats. Donc, une première saison s'ouvre jusqu'en juin, et donc, comme je le disais tout à l'heure, on continuera l'année prochaine et les suivantes. Cette première saison sera l'occasion de rappeler les fondements de l'anthropologie clinique et de mieux connaître ses sources théoriques, à savoir d'une part l'anthropologie sémiotique et d'autre part l'anthropopsychiatrie. Puisque tour à tour, nous aurons la chance d'écouter en janvier Jean Lassègue, philosophe, épistémologue, un des fondateurs et animateurs du séminaire Forme symbolique, d'où a émergé l'anthropologie sémiotique. Et puis toujours au mois de juin, Jean-Louis Feiss, psychiatre, psychanalyste, médecin-chef du centre psychiatrique Saint-Bernard à Manage en Belgique et auteur, à mon avis, de la meilleure synthèse disponible actuellement sur l'anthropopsychiatrie de Jacques Scott. Avant cela, il s'agira d'emblée, après cette première séance qui est une séance un peu de prise de contact, de faire connaissance, de poser des jalons, d'avoir une discussion ensemble, d'avoir une première actualité théorique à partir d'un concept un peu fondamental de la psychanalyse, le stade du miroir, que Wilfried Magnier, ici présent, qui s'occupe de la technique ce soir, va développer à partir de l'anthropologie clinique. Donc, il va revisiter un concept important pour la psychologie du développement et pour la psychanalyse, mais dans la perspective de l'anthropologie clinique, pour montrer que des concepts qui sont des concepts anciens et établis peuvent prendre une nouvelle dimension à partir de l'anthropologie clinique. Et puis, en suivant, une autre séance, cette fois dédiée aux pratiques en institution, aux pratiques cliniques et aux pratiques thérapeutiques, puisque lors de cette séance, Antoine Devos, donc pédopsychiatre et chef de service au centre hospitalier Aulnay-Bayeux, en Normandie, viendra nous parler des besoins et des droits fondamentaux des enfants dans la perspective de l'anthropologie clinique et des applications concrètes qu'il en retire pour la pratique institutionnelle et les dispositifs de soins. Je ne vais pas prendre plus de temps pour la bande-annonce. Ces premières séances donnent le ton. Revisiter les fondements, partager les actualités théoriques et cliniques, enrichir nos expériences et nos savoirs en invitant des chercheurs, cliniciens, philosophes, sémioticiens, neuroscientifiques à venir nourrir notre entreprise de construction en nous proposant d'autres points de vue qui ne vont pas manquer de nous poser de nouveaux problèmes. Il est important de noter que ces séances plus théoriques seront ponctuées par des séances plus cliniques où seront abordées à la fois des situations cliniques ou des méthodologies qui sont inspirées ou soutenues par la sémiotique ou l'anthropologie sémiotique. Jean-Claude Mas s'est déjà proposé de son côté à venir parler de ses applications sémiotiques. Wilfried Magnier, Jonas Roisin, qui est psychologue à l'IAC, et moi-même, on développera aussi des cas cliniques à partir de l'anthropologie clinique et de la sémiotique.
Il s'agira là de voir des applications concrètes et montrer que l'anthropologie clinique n'est pas simplement une réflexion épistémologique et théorique, mais aussi à des applications pour le soin, la psychothérapie, l'institution et le travail social. On veillera à ce que ces applications cliniques soient aussi dans différentes disciplines, aussi bien la clinique institutionnelle que la thérapie familiale ou la thérapie individuelle. Vous serez informé au fur et à mesure de la programmation par la newsletter du séminaire et je vous invite à vous abonner à la newsletter si ce n'est pas encore fait. Il y a une autre possibilité qui est de suivre sur le site de l'IAC. Sur la page actualité, vous aurez au fur et à mesure les nouvelles du front, si je puis dire. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura une programmation d'une nouvelle séance, vous aurez la possibilité de la voir en direct sur le site. Bon, j'aurais dû prendre de l'eau, en fait. Je vais boire le café que tu m'as servi tout à l'heure, qui se refroidit, et donc c'est formidable parce que ça va me désaltérer. Très bien. Et en même temps, il fait chaud ici. Des fois, on a des pannes de chauffage à l'IAC, mais là, ce soir, le chauffage se donne à fond. Ou alors, c'est moi qui dois être un peu stressé, peut-être. Alors, on pourrait essayer de parler un peu de la démarche d'anthropologie clinique telle qu'on l'a formulée. Et puis, ce qu'on a discuté avec Nicolas Duru hier, c'est qu'on puisse avoir un petit dialogue qui soit un dialogue autour de la rencontre qu'on a eue finalement. C'est-à-dire, la proposition qu'on fait d'anthropologie clinique est une construction à deux voies dans un premier temps. Et puis maintenant, c'est plus deux voix, mais d'autres voix qui se joignent à nous pour faire une chorale. Mais il nous a semblé avec Nicolas hier soir que d'avoir un petit rappel historique sur comment cette idée est venue, finalement pourquoi on a décidé de se lancer dans cette aventure un peu folle, et puis à partir de quoi on a essayé de la bâtir. On ne va pas rentrer dans des considérations théoriques trop importantes ce soir. Je pense qu'on va laisser la place aux orateurs qui vont venir parler plus directement de qu'est-ce qu'est l'anthropologie sémiotique, qu'est-ce qu'est l'anthropopsychiatrie de Jacques Scott, les systèmes pulsionnels zondiens, etc., etc. Tout cela sera revu dans le détail avec des orateurs qui sont beaucoup plus pointus sur ces questions-là. Et donc ce soir, aborder la démarche d'anthropologie clinique avec ce petit rappel biographique historique qui sera aussi une façon de faire connaissance et de partager des éléments et de laisser une place à la discussion. C'est-à-dire, comme c'est une première séance, c'est important que chacun puisse aussi apporter ses questions, ses éléments de discussion, ses arguments pour donner aussi une tonalité à la suite de ce séminaire. Donc, on va parler un peu, mais on va laisser une place à la discussion, au débat ensuite. Donc, quelques points quand même. Donc, tel qu'on la formule, l'anthropologie clinique avec Nicolas Duru, c'est un cadre épistémologique pour les sciences humaines et particulièrement pour les différentes formes de clinique. Il s'agit de constituer un ensemble de postulats qui articulent anthropologie et psychopathologie pour ouvrir un espace de dialogue entre les différents modèles et non de créer un nouveau modèle qui viendrait se substituer à ceux qui existent déjà. Nous pensons que les modèles cliniques issus des paradigmes des neurosciences, des sciences cognitives, de la psychanalyse, de la théorie de l'attachement, de la théorie des systèmes, rendent finalement suffisamment de bons et loyaux services aux cliniciens et à ceux qui en bénéficient pour prétendre les remplacer. En revanche, les conflits légitimes ou non qui opposent les différents modèles nous semblent constituer des entraves aux bénéfices que les personnes, les patients, qui à un titre ou un autre, viennent nous demander de l'aide. Nous avions montré à la suite de Duru en 1994 que le monde actuel de la psychiatrie et de la psychologie clinique, à l'instar d'autres domaines scientifiques, ne cesse de s'atomiser en diverses spécialisations qui s'affirment davantage dans la rivalité que dans une complémentarité au service de l'être humain souffrant. Chaque orientation, allant de ses principes théoriques, défendant son éthiopathologie à l'encontre des autres, affirmant sa suprématie sur les courants voisins, tout ceci concourt à l'éclatement de la pratique des soins en une multitude de facettes, parfois irréductibles et exclusives. Certes, l'hypertolérance développée par notre société postmoderne peut nous rendre moins sensibles à ces divisions et luttes intestines. Mais lorsque de réels enjeux de pouvoir sont présents, les conflits entre les écoles ou courants de pensée se révèlent alors au grand jour.
qu'on pense à la repourvue des postes d'enseignement à l'université ou aux directions d'institutions psychiatriques, aux influences exercées à but de légitimation sur des instances politiques, administratives ou de l'édition. C'est un des principaux enjeux de cette démarche, développer une réflexion épistémologique dans le champ psychiatrique et plus largement pour tout ce qui concerne les souffrances tributaires des conditions anthropologiques de l'existence humaine. Cette réflexion épistémologique doit conduire à terme à envisager de façon formelle toutes les articulations entre les différentes phénoménologies. Alors, phénoménologie à prendre au double sens de phénoménologie, à la fois au sens courant, c'est-à-dire un ensemble cohérent de phénomènes, et puis au sens plus philosophique, c'est-à-dire les modalités d'observation et de description de ces phénomènes et de leur champ d'apparition, considérés indépendamment de tout jugement de valeur. L'anthropologie sémiotique et l'anthropopsychiatrie, qui forment le socle épistémologique de l'anthropologie clinique, prennent toutes deux appui sur ce courant philosophique. Donc, ensemble de phénoménologies qui constituent l'humain, le corps, le pulsionnel, les liens d'attachement, l'émotionnel, la cognition, la motivation, le comportemental, les systèmes relationnels, la communication, les relations sociales et l'environnement culturel. La liste est un peu longue, mais au fond, on entend déployer l'ensemble du champ de l'humain au travers de cette énumération phénoménologique. Donc l'idée, c'est comment penser des articulations entre ces différentes phénoménologies. Donc il s'agit de mener cette construction épistémologique de manière telle que la saisie de l'humain puisse s'envisager à la fois dans une continuité entre ces différentes phénoménologies et dans le respect de chacune d'entre elles en tant qu'entité propre et irréductible, entité pourvue de ses caractéristiques spécifiques et dévoilée par des modes de connaissance appropriés. Donc j'ai dit de façon formelle, formalisation, il faut l'entendre ici par des formalisations qui soient indépendantes des modèles théoriques qui habituellement prennent en charge ces différentes phénoménologies. Autrement dit, les articulations qu'on va penser ne seront pas des articulations à partir du discours des neurosciences, à partir du discours de la psychanalyse, à partir du discours des théories systémiques ou que sais-je, mais à partir d'une formalisation qui soit une formalisation qui n'appartienne pas à ces champs et qui assure une continuité au travers de ces différentes articulations. C'est-à-dire de pouvoir traverser l'ensemble des champs de l'humain avec des articulations formalisées dans un même type de formalisation qui ne soit pas les discours habituels sur ces différentes phénoménologies. Allez, je dévoile le truc. On compte sur la sémiotique pour faire ce job. On en reparlera. Alors, cette exigence d'autonomie quant à la formalisation de ces articulations phénoménologiques des dimensions, des différentes dimensions, corps, pulsion, etc., est la garantie de se préserver de toute tentation réductionniste. En effet, dans les sciences humaines, la quête de l'alpha, c'est-à-dire la cause, l'origine, etc., est à la fois un écueil épistémologique majeur, maintes fois rencontré, et la source des réductionnismes les plus infertiles. Les neurosciences, la génétique, la psychanalyse, entre autres, connaissent bien dans certaines de leurs dérives dogmatiques et leurs tendances hégémoniques cet écueil. Cet écueil, non, mais cet écueil, oui. Nous sommes bien conscients que nous succombons, nous, à l'autre écueil, celui de la quête du système global. Bon, c'est l'autre. C'est-à-dire, soit on va du côté de la réduction à la cause ultime, soit on pense à un système global qui couvre la totalité des phénoménologies. Donc, on opte pour cette deuxième voie. Mais on ne voit pas très bien comment on pourrait faire autrement dès lors qu'on se donne pour tâche de construire un paradigme favorisant le dialogue entre les modèles. Il n'y a guère que ces deux alternatives. Soit un modèle parmi les modèles existants, ou un nouveau modèle, s'offre comme lieu de convergence du fait supposé qu'il détiendrait le Graal du point originel, le gène, la pulsion, le neurone, le signe, soit on construit un système cohérent à vocation intégrative, et c'est peut-être là mon accueil de tout à l'heure,
qui permet d'accueillir la totalité des ensembles phénoménologiques que l'on prétend couvrir. La deuxième alternative offre la garantie de l'ouverture, contrairement d'ailleurs aux critiques qu'on adresse assez souvent à ce type de démarche. On adresse souvent une critique de fermeture. On dit oui, vous voulez faire un système global, un système total, etc. Vous enfermez les choses, c'est très. Vous refermez les choses. En fait, je pense que c'est tout à fait le contraire qui se passe, puisque d'articuler différents domaines, chaque domaine par son autonomie, va être lui-même un système ouvert. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle découverte, en psychanalyse, en neurosciences, en sciences cognitives, en systémique, en théorie de l'attachement, etc., à chaque fois, ce domaine est réorganisé à partir de cette nouvelle découverte. Autrement dit, chaque domaine de connaissance que nous allons tenter d'articuler est lui-même un système ouvert. Autrement dit, le système global est ouvert dans toutes ses dimensions. Alors que dès lors qu'on a un système qui est fondé sur le réductionnisme, ce point d'ancrage, ce point de départ, ne pourra finalement se réouvrir que lorsqu'il sera tombé en désuétude. C'est-à-dire qu'un nouveau paradigme viendra et dira bah, « écoutez, voilà, votre paradigme, c'est fini, il y a mieux, maintenant on a la nouvelle cause de tout, et votre paradigme tombe en désuétude ». Donc je pense que le fait de penser un système global intégratif garde la possibilité de l'ouverture de façon assez indéfinie. Donc, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de se passer des différentes disciplines qu'on va convoquer, mais au contraire, de penser les rapports qu'ils vont entretenir entre eux en recherchant leur jointure et en contestant leurs prétentions impérialistes. Nous l'avons évoqué un petit peu avant, il y a dans la démarche de l'anthropologie clinique, et ce, dès le départ, c'est-à-dire déjà chez Freud, bien que Freud n'ait jamais utilisé le syntagme anthropologie clinique, il y a dès le départ une volonté d'inscrire la psychopathologie comme spécificité humaine. Donc, selon Scott, qui est fondateur de l'anthropopsychiatrie, Freud a eu le mérite de sortir la psychiatrie du modèle médical naturalisant, une nosographie de l'herbier à la Linné, préfiguration du DSM, et de l'ancrer dans un registre proprement humain. Le pathologique n'est pas à appréhender dans son opposition à la santé, mais bien plutôt comme nous révélant le registre proprement humain. En proposant à plusieurs reprises de considérer la maladie mentale comme une exagération d'un comportement qu'on trouve en tout homme, dit normal, ou vivant dans le quotidien, Freud pose le pathologique dans une relation dialectique à la santé. Donc ça, c'est un postulat auquel on souscrit complètement dans le cadre de l'anthropologie clinique. Je n'ai pas forcément eu de soupe là. Non, j'ai faim, au début, en fait, je me déjà rentré. OK. Quoi? Déjà rentré. Alors, et plus généralement, au-delà de la clinique, pour ce qui concerne les sciences humaines, on va rejoindre le linguiste épistémologue Jean Gagnepin, source d'inspiration importante aussi pour Jacques Scott, qui affirme que si on veut faire des sciences de l'homme, il faut traiter l'homme comme on traite l'objet de nature, tout en respectant sa spécificité, c'est-à-dire le seuil différentiel. L'homme n'est pas un animal, mais il le reste. Autrement dit, il n'est pas question de nier notre animalité, mais il est question surtout de dire que notre animalité nous permet des choses auxquelles le chimpanzé n'a pas accès. Et c'est précisément cette différence-là à laquelle il faut consacrer la réflexion si on veut prendre conscience de la ligne à suivre en ce qui concerne les sciences humaines. Donc, d'un côté, pour la clinique, la question du normal et du pathologique envisagée comme continuum, et du côté des sciences humaines, envisager également et la question de la nature, c'est-à-dire notre nature animale, et donc les sciences de la nature sont convoquées, mais en même temps de penser la différence, c'est-à-dire ce seuil différentiel qui fait la spécificité humaine. Donc c'est un point essentiel pour l'anthropologie clinique de postuler ce continuum normal-pathologique, tout comme il est essentiel de tenir ensemble, en cherchant à les articuler, sciences de la nature et sciences de la culture, à l'instar du philosophe Ernst Cassirer, qui a ouvert la voie en proposant de fonder des sciences de la culture
sur la notion de forme symbolique. On y reviendra. En résumé, on vient de balayer l'essentiel de la démarche. L'anthropologie clinique est une approche clinique spécifiquement humaine qui ne sépare pas du point de vue ontologique le normal du pathologique. Elle a la volonté de construire un modèle théorico-clinique qui favorise le dialogue entre les différents modèles théoriques et cliniques, et en postulant que la recherche doit articuler sciences de la nature et sciences de la culture. Bon, l'introduction était un peu lourde, j'en conviens, mais bon, c'était un petit peu nécessaire pour brosser le paysage. Et je propose que peut-être que Nicolas nous rejoigne depuis Lausanne, et puis peut-être reprendre un petit peu de son côté. Alors, je te regarde comme ça, mais en fait, Oui. je peux te voir ici aussi. Ça sera moins pénible pour les participants, que je te regarde dans la petite vignette. Je ne sais pas si j'agrandis la vignette, qu'est-ce qui se passe? Peut-être je peux faire ça. Hein. Est-ce qu'il se passe? Ouais, mais est-ce que ça change quelque chose pour les participants? Est-ce qu'un participant coopératif voudrait bien nous dire si, sur son écran, le fait que j'ai fait cette manipulation a changé quelque chose pour lui? Alors, ça, je vais prendre la parole, moi. Ça n'a strictement rien changé, mais il me semble que quand Nicolas va prendre la parole, c'est là qu'on verra, on le verra plus lui. Très bien, c'est une bonne Quand on nouvelle. intervient. D'accord. Ok, super, merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, testons. Je suis prêt à vous dire quelques mots. Je suis tout à fait content de m'associer aux propos de Serge. Certes, qu'ils ont paru peut-être par un côté assez difficile. Et justement, ayant partagé hier soir un petit peu notre projet de cette première séance, je lui disais, ça serait peut-être utile de situer ce moment historique de la naissance du projet d'anthropologie clinique. Maintenant, c'est après 10 ans, tout un montage déjà qui prend de l'ampleur, qui nous fait des fois, à moi en tout cas, des fois un peu peur. Mais si on revient aux origines, peut-être vous comprendrez un petit peu mieux même les propos de Serge et les propos futurs qui vont être développés autour de l'anthropologie clinique. Au fond, donc, ce qu'on appelle anthropologie clinique, et vous allez le comprendre, cette conjonction, cette rencontre entre l'anthropopsychiatrie de Jacques Scott et l'anthropologie sémiotique de Lasègue et consorts. Au fond, cette rencontre s'est opérée, si j'ose dire ainsi, s'est réalisée dans une rencontre apparemment fortuite, mais vous le verrez que ces deux cliniciens qui se sont rencontrés, Serge et moi-même, eh bien, nous avions des directions de sens dans notre travail qui étaient finalement relativement convergentes et aussi complémentaires, ce qui a permis l'accroche. Donc, imaginez-vous, mois de mai 2010, deux cliniciens, Serge Scott et Nicolas Duru, chercheurs qui consacrent du temps à la réflexion sur ce qu'ils font, se rencontrent dans le cadre d'un colloque systémique, les journées francophones systémiques. Ce n'est pas innocent, je pense que les deux, nous avons une formation de systémicien, faire des liens, mettre des liens, hein, une vocation princeps de la systémique. Donc, nous nous rencontrons au mois de mai 2010 à Lyon, et au fond, nous sommes les deux avec une pancarte anthropologie clinique, mais nous ne nous connaissons pas. Nous avons entendu, Serge a entendu parler de moi peut-être une fois, mais je n'ai pas trop prêté garde. Donc, nous nous rencontrons avec notre pancarte anthropologie clinique. Serge va vous dire après qu'est-ce que c'était cette pancarte anthropologie clinique. Ben, vous l'avez deviné, c'est son institut qu'il a créé, je ne sais plus très bien, il précisera 2005, 2007, à partir d'études en anthropologie et une formation en thérapie de famille. Et il avait besoin, il vous dira en détail, d'une formation peut-être plus psychologique, mais faire de la psychologie, ça risquait fort d'être réducteur. Donc, ce rêve, anthropologie clinique. Moi, de mon côté, je suis clinicien, je vous dirai un petit peu mon parcours, mais je suis à la retraite, 2 ans à ma retraite, après ma retraite. Nous n'étions pas tout à fait jeunes, hein, en 2010, encore moins maintenant. J'avais environ 68 ans et Serge, je pense, autour des 50 ans. Et donc, je suis 2 ans après ma retraite
avec le lendemain, si vous voulez, de 2 opérations scientifiques qui pour moi étaient assez marquantes, mais dans le monde où tout se relativise, je ne vais pas dire que c'est volatilisé, mais disons les conséquences sont peut-être dans ce travail que je fais avec Serge et qu'on partage avec vous. Donc, deux opérations assez marquantes pour l'anthropologie clinique. Dans le cadre des réformes universitaires de Bologne, j'étais professeur à l'université de Lausanne, j'ai profité des réformes de Bologne pour essayer d'inscrire dans une option d'un master en psychologie, on avait à Lausanne, un master avec option anthropologie clinique. Voilà. J'ai osé cette appellation, je vous dirai pourquoi. Mais donc, c'était une formation de base en psychologie pour arriver au master, mais qui permettait aux étudiants, sur la base d'un enseignant en phénoménologie, Raphaël Célis, qui était professeur en ce moment-là de psychologie phénoménologique, sur la base d'enseignement en phénoménologie et sur une initiation, une ouverture, une sensibilisation à différentes formes d'intervention clinique, les différents champs de la psychothérapie, mais aussi l'apport de la psychiatrie, des cours en neurosciences, et bien, de donner à ces étudiants une manière d'être introduite à un champ complexe où on pensait déjà essayer de voir leur articulation. Voilà, ça c'est la première chose qui était quand même assez marquante. Hein. Je crois que Serge a dû voir ça, il vous le dira. Et puis l'autre opération que j'appellerais marquante, en tout cas pour moi, j'avais organisé justement pour un peu introduire cette option de master en anthropologie clinique, j'avais organisé avec des collègues de Lausanne un colloque qui était intitulé « Psychothérapie psychopathologie et psychothérapie à la lumière de l'anthropologie clinique ». Un colloque en 2005 dont les actes ont été publiés, là où on a publié aussi nos 2 articles Princeps de 2015 dans la revue qui est uniquement online maintenant, donc dans la revue Psychiatrie. Le titre de cette revue porte bien son nom, elle nous est chère, hein, si vous voulez, Psychiatrie, Sciences humaines et neurosciences. PSN. Voilà. Donc, c'est ce colloque qui avait attiré plus de 300 personnes et qui était une manière, si vous voulez, d'introduire l'anthropologie clinique. Voilà. Donc, j'ai cette pancarte anthropologie clinique qui recouvre un peu ça. Et alors, maintenant, pour situer nos filiations, parce que c'est toujours important, moment historique, mais d'où on vient, nos filiations, eh bien, si je me situe moi, comment j'en suis arrivé un petit peu à mettre en place cette option, et donc d'anthropologie clinique, à faire ce colloque et à continuer, c'est qu'au fond, donc, je suis un élève de Jacques Scott. Jacques Scott, dont on va parler à plusieurs reprises dans le cadre de ce séminaire. Donc, Jacques Scott, qui est un psychiatre belge, habitant de Gand, mais enseignant à l'université de Louvain, où j'ai fait mes études de psychologie autour des années 1970. Donc, Jacques Scott, qui est un psychiatre, qui est un psychanalyste, philosophe d'orientation phénoménologique et qui a beaucoup travaillé avec les milieux de psychothérapie institutionnelle. Et ce Jacques Scott, qui est né en 1928, décédé en 2007, hein, j'ai eu la chance d'être son étudiant et au fond, 2 grandes choses ont marqué son enseignement et que j'ai retenu, que j'ai utilisé par la suite, un peu son héritage. C'est au fond ce que Serge a dû un petit peu lancer, mais que le Dr Face va développer au début janvier. Au fond, c'est de penser le champ de la psychopathologie de manière unifiée, d'éviter cette atomisation, cette psychopathologie conçue en termes uniquement de diagnostic, et au fond, de dire, avec cette inspiration, je crois, phénoménologique de Weizsäcker, l'homme est un être pathique, de dire l'être humain est un être, c'est une expression qu'il avait, et j'ai toujours gardé dans mes cours ensuite de psychopathologie, l'être humain est un être en souffrance d'humanisation. Et si on a cette perception de l'être humain qui peut prendre différentes formes de psychopathologie, on garde cette visée humaine sur cet être humain qui est en train de faire sa vie, de travailler à son humanisation. Et donc, Jacques Scott a été inspiré par Binswanger, qui lui-même parlait d'anthropologie phénoménologique, mais qui lui-même rejoignait ce que Freud avait mis en évidence, et ce que juste a fait allusion Serge, qu'au fond, une pathologie, c'est toujours
un comportement exagéré, excessif de quelque chose qui appartient à tout être humain. D'où, pour Jacques Scott, cette mise en forme de 4 grandes dimensions constitutives de la condition humaine dont on aura l'occasion de reparler, inspiré par un psychanalyste hongrois, Zondi, dont on va aussi reparler. Et donc, ma filiation, Jacques Scott, ce psychanalyste, c'est vrai, qui essaye de penser la psychanalyse et de l'élargir, est celui qui utilise une fois cette expression d'anthropologie clinique dans une conférence qu'il a donnée en 1975, Dialogue en sciences humaines. Il parle de la psychanalyse qu'il faut renouveler, qu'il faut ressourcer par la pensée phénoménologique. Et il en vient à dire dans cette conférence, au fond, ça deviendrait une manière, je cite Jacques Scott, d'anthropologie clinique ou doctrine de la condition humaine en tant que par excellence pathique. Il avait l'art des formules des fois assez alambiquées, assez lourdes, je répète. Donc Jacques Scott qui présente la psychanalyse repensée, retravaillée, interpellée par la phénoménologie, par la psychothérapie institutionnelle, au fond, cette psychanalyse serait une manière d'anthropologie clinique ou doctrine de la condition humaine en tant que par excellence pathique. Voilà. Donc ça, c'est Jacques Scott, premier grand trend, si vous voulez, une nosographie renouvelée, repensée, unifiée à partir d'un socle d'existence humaine, l'homme en souffrance d'humanisation, et son projet, l'autre grand mouvement qu'il a chéri vraiment, en lien avec Bill Van Geer, ce grand psychiatre, phénoménologue suisse, qu'il a rencontré lors de sa tournée. Scott a vécu 5-10 ans en Suisse, un de ces grands psychiatres, comme on faisait autrefois, qui, avant de s'installer, faisait une tournée comme ça chez les autres grands maîtres. Et Scott a passé de France 2-3 ans, en Suisse 4-5 ans, chez Kreplin, chez Bleuler, chez Bill Van Geer, chez Zondi qui était à Zurich, pour ensuite s'arrêter 3 ans encore chez le disciple de Heidegger, c'est Dale. Donc, une grande tête, un grand penseur, c'est Jacques Scott. Et donc, il avait le souci de dire, au fond, ces sciences cliniques, dont la psychanalyse est pour lui, c'est vrai, un petit peu le point de référence, peut-être la critique qu'on peut faire, enfin, il partait de là, ces sciences cliniques, la psychanalyse, il n'y a pas que la psychanalyse comme science clinique, il y a d'autres sciences cliniques, et comment faire que la psychiatrie soit pas un monceau de disciplines ajoutées les unes aux autres, mais soit une discipline scientifique. Et Bill Van Geer lui avait dit, je ne suis pas arrivé à réaliser ce projet, je compte sur vous. Et il était assez fier d'avoir cette mission de Bill Van Geer de réaliser une psychiatrie qui se pense non seulement comme humaine, l'homme en souffrance d'humanisation, mais une psychiatrie qui se pense comme scientifique. Et d'où ce terme, alors qu'il a surtout consacré, qualifié, je ne dis pas qu'il a abandonné l'anthropologie clinique, mais il l'avait lancé une fois, le terme qui va venir princeps chez lui, c'est l'anthropopsychiatrie. Une psychiatrie pensée par l'anthropologie, grâce surtout à la phénoménologie. Alors, voilà, moi je suis l'élève de Jacques Scott, autour des années 68-71, élève aussi de Valens, un grand phénoménologue qui a traduit Sein und Zeit de Heidegger. Je fais ma thèse avec Scott sur le narcissisme chez Freud et Zondi, ce psychanalyste hongrois dont il va s'inspirer pour penser cette nosographie unifiée. On aura l'occasion d'en reparler. Et je viens en Suisse, je fais ma formation de psychothérapeute, surtout dans l'orientation psychanalytique, mais éclairée, élargie. Et voilà que j'ai reçu une bourse magnifique, 1977, c'est plus le temps qu'on a aujourd'hui. Je demandais une bourse au Fonds national pour terminer ma thèse, une année, et on me dit à cette commission, vous savez, monsieur Duru, si vous voulez, on vous donne 3 ans de bourse, comme ça, mais il faut aller aux États-Unis. Et alors, ça, c'était un problème parce qu'aller aux États-Unis, Scott et les psychanalystes d'alors, les premiers lacaniens, pointaient du doigt la psychanalyse qui s'était dévoyée aux États-Unis. J'ai eu beaucoup de peine à savoir qu'est-ce que j'allais faire aux États-Unis, passer ces 2 ans. J'ai été aux États-Unis en transformant un petit peu mes études assez psychanalytiques sur le narcissisme, borderline,
sur laquelle j'ai fait ma thèse, en transformant une étude, et ce serait trop long de vous dire pourquoi j'ai passé à cette étude à l'aide quand même du narcissisme, en travaillant aux États-Unis. Qu'est-ce qui m'a frappé aux États-Unis? Il y avait la psychanalyse, une certaine psychanalyse, mais aussi d'autres formes de psychothérapie, thérapie familiale, thérapie de la Gestalt, etc. Et devant cette montée de ces nombreuses psychothérapies, je me suis intéressé à ce que j'ai appelé par la suite la psychothérapie comparée, et à partir de laquelle j'ai lancé ces études d'anthropologie clinique. Donc, psychothérapie comparée, avec cette idée à la base phénoménologique, mais que j'avais un peu de mon étude aussi sur le narcissisme, en disant le narcissisme, c'est quoi? Enfin, si je peux dire en 2 mots, ma version du narcissisme, c'est toujours une représentation surinvestie de soi-même qui donne un semblant d'unité et qui permet de tenir à l'écart, refouler, réprimer, dénier, quels que soient les mécanismes, un ensemble de représentations qui ont été justement mis de côté pour sauvegarder un semblant d'unité. Et au fond, j'ai appliqué un petit peu ce modèle du narcissisme au modèle de psychothérapie en me disant, chaque modèle de psychothérapie tend à investir une image de l'homme, une image de la société, une image de la science, au détriment d'autres représentations qui sont un petit peu en opposition ou en tension ou en contradiction avec celle qu'il défend. D'où mon idée d'étudier les différentes méthodes de psychothérapie en disant quels sont un peu leurs présupposés, leurs a priori, et dans quelle mesure ces a priori font en sorte qu'on risque d'être exclusif, qu'on risque d'être réducteur, qu'on risque d'être hégémonique. D'où l'explication de ces conflits qui, des fois, dans une période d'intolérance, étaient plus fortes que maintenant en différentes orientations. Donc, orientation, psychothérapie comparée, l'aide de l'anthropologie clinique, tout ce que Scott m'a apporté. Et alors, pour terminer, j'arrive donc, je suis en 2010, j'ai ces questions. À ma retraite, je réunis des psychothérapeutes d'orientation différentes pour voir si, dans un échange de clarification épistémologique et de dialogue, on peut mettre en évidence ces présupposés. Mais j'ai quand même, comme ça, en sourdine, 2, 3 questions, mais vu ma retraite, je ne les approfondis pas trop, en me disant, est-ce que c'est suffisamment costaud, structurant, d'analyser uniquement des présupposés? Est-ce que je formulais mal les choses, mais maintenant je les formule grâce à l'anthropologie sémiotique et grâce à Serge? Au fond, est-ce que c'est suffisant de comparer les différentes formes d'intervention clinique en étudiant les présupposés, ces a priori que chaque orientation, ça je pense, présuppose, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi les étudier, ces rencontres, au niveau de leur méthode à chacune, leur méthode scientifique? Et là, j'ai l'impression que l'anthropologie sémiotique allait permettre de faire un pas. Et puis l'autre chose qui m'a attiré, je me rappelle dans cette première rencontre, pour le peu que je comprenais ce que me disait Serge sur l'anthropologie sémiotique, c'était quand même que chez Scott, il y avait une anthropologie phénoménologique, philosophique, qui était quand même des fois un peu trop essentielle, dans le sens où la culture était prise en compte, mais pas dans un sens aussi radical que l'anthropologie structurale, les anthropologies des anthropologues développaient. Et donc, il me semblait important davantage penser cette relation entre sciences de la nature et sciences de la culture, où chez Scott, des fois, les sciences de la nature étaient un petit peu quand même mis au second plan, un peu disqualifiées. Et j'étais content de trouver cette anthropologie sémiotique où vraiment l'homme est pris au sérieux dans ses origines, dans son nominalisation, aussi dans son capital génétique. Voilà comment j'ai rencontré Serge, et c'est une aventure qui est magnifique, mais qui des fois est lourde pour moi parce que j'ai de la peine à tout bien suivre. Merci beaucoup pour tout ça. Du coup, comment prendre la suite? Prendre la suite peut-être pour dire que dans cette rencontre-là, qu'est-ce que ça m'a permis de régler comme problème? En fait, le problème que moi que j'avais et que au fond je continue à porter, c'est comment articuler l'anthropologie comme discipline scientifique, comme discipline qui s'occupe du fait humain, avec ma pratique clinique
et le fait que dans cette pratique clinique, je ne peux pas ne pas rencontrer la question de la psychopathologie. Or, formé à l'approche systémique, chez les systémiciens, pas tous, mais chez certains, et notamment dès le départ, dans certaines écoles, la question de la psychopathologie a été mise de côté. C'est la boîte noire, c'est au fond, c'est une façon d'étiqueter les patients, c'est une façon de les réduire, etc. Et donc, au fond, si la question pouvait être présente, elle n'était pas traitée de façon directe. Donc, moi, j'avais ce souci de me dire comment est-ce que je peux penser la question de la psychopathologie à partir d'une position systémique qui ne me donne pas les moyens de le penser. Alors, évidemment, j'avais, comme tout le monde, participé à des séminaires, à des cours sur la psychanalyse, etc. Et donc, j'avais évidemment des éléments par rapport à ça. Comme je dis des fois en blaguant, je parle lacanien à peu près couramment. Mais pour autant, le problème que j'avais avec cet enseignement-là, c'est que d'un point de vue psychopathologique, on me proposait de penser la psychopathologie à partir de 3 structures, et ces 3 structures étaient côte à côte, pouvaient éventuellement communiquer. J'ai vu ces 20 dernières années que face aux apories, face aux limites de la réalité de la clinique, il a bien fallu faire rentrer un peu moins d'étanchéité entre ces structures et donc commencer à parler de la structure avec des traits qui appartiennent à d'autres structures, etc. Bon, ce qui, à mon avis, plaide plutôt dans le sens de Scott. Hein. Mais donc, moi, j'avais ce problème-là, c'est-à-dire 3 structures, ça ne me va pas. Ça ne correspond pas à mon expérience personnelle, ça ne correspond pas à mon expérience clinique. Je trouve que pour les systémiciens, c'est assez difficile d'arriver à penser les choses de cette manière-là, parce que du coup, le patient est enfermé dans une structure, et donc, ça ne m'allait pas. Et du coup, la question pour moi, c'était comment continuer à penser la psychopathologie avec un bagage psychopathologique qui ne me permet pas, enfin, qui m'empêche d'avancer. Et donc là, la rencontre avec Nicolas, ça a été illumination, parce que Nicolas me dit, tu ne connais pas Jacques Scott? Et non. En France, Jacques Scott est quelqu'un de totalement peu connu, enfin connu simplement peut-être dans certains milieux de la psychothérapie institutionnelle, et même dans ces milieux-là, ce n'est pas forcément la personne qui est mise en avant, on va plutôt parler de Houry, Toscaïès, Bonafé, etc., et pas forcément de Scott de façon générale. Et donc, le modèle de Scott de penser une structure de l'humain dans laquelle on n'a pas 3, mais 4, non pas structures, mais d'un côté des catégories psychopathologiques et de l'autre des dimensions anthropologiques, évidemment, ça m'ouvrait un horizon. Tout d'un coup, mes problèmes pour rentrer dans une articulation psychopathologie, psychanalyse, système, etc., trouvaient là une voie royale pour pouvoir penser tout ça. En plus, le fait que Scott arrive à réarticuler ces catégories psychopathologiques, donc névrose, psychose, perversion, auxquelles il rajoute les troubles de l'humeur, il organise les rapports entre ces catégories à partir de l'anthropologie. Et donc, pour un anthropologue, évidemment, c'est la voie royale de se dire l'organisateur des rapports entre les catégories de manifestations psychopathologiques qui sont essentielles à la psychiatrie, c'est l'anthropologie qui va organiser ces rapports-là. Donc, pour moi, ça a été la possibilité d'entrer dans tout un univers, parce que derrière Scott, comme l'a dit Nicolas, il y a effectivement la phénoménologie, donc Versaker, Strauss et d'autres encore. C'est aussi Zondi, et là, on rentre dans un monde qui est un monde aussi, pour penser la psychanalyse et la psychiatrie, tout à fait important. Donc, c'est toute une autre approche de la psychopathologie qui devenait possible pour moi. Alors, moi, j'arrive effectivement dans cette rencontre-là avec l'anthropologie sémiotique. Alors, la question pour moi, c'était lorsque j'ai démarré des études d'anthropologie, le débat en anthropologie était le suivant. On sortait de la fin de Lévi-Strauss, donc du structuralisme en anthropologie,
Et on avait un cognitivisme et les neurosciences qui devenaient un petit peu dominants, un petit peu arrogants par rapport à la discipline et qui entendaient balayer tout l'héritage lévi-straussien, mettre tout ça au placard et finalement réduire la culture et la cognition aux activités du cerveau. C'est-à-dire qu'on avait un cerveau et puis c'est lui qui… l'évolution du cerveau chez Homo sapiens donnait la cognition, qui donnait la culture. Et donc, c'était le dernier étage, la culture de l'évolution pour Homo sapiens et son cerveau. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait pensable pour moi. Mais en même temps, dans le champ de l'anthropologie, ça devenait les postulats dominants. Au point que, pour ma thèse, j'ai dû quitter mon directeur de thèse parce que ce que je soutenais au niveau de l'anthropologie structurale, des rapports avec la linguistique, des rapports avec la sémiotique, n'était plus dans l'air du temps, c'était plus acceptable. Donc là aussi, problème, comment est-ce qu'on peut continuer à penser une anthropologie qui garde l'héritage lévi-straussien, au moins dans sa partie du côté des mythes, du côté du langage, etc., tout en gardant la possibilité de prendre en compte les données des neurosciences, de prendre en compte les données cognitivistes, parce qu'il ne s'agit pas non plus de ne pas prendre ces matériaux et de les intégrer dans la réflexion. Et c'est là que, par hasard, je tombe sur un article de Lassègue, Rosenthal et Visetti qui propose de penser, alors ils appellent ça économie symbolique, hein, au départ, économie symbolique, mais leur projet, c'est de fonder une anthropologie sémiotique avec un mot d'ordre qui, moi, m'a tout à fait séduit. C'est-à-dire qu'on était dans un moment du débat anthropologique qui est naturaliser la cognition, naturaliser la culture, et eux proposent de culturaliser la cognition. Donc, de renverser le principe, de renverser la question, et ils ouvrent pendant… alors je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont commencé, mais ça fait plus de 10 ans, un séminaire pluridisciplinaire dans lequel philosophes, épistémologues, psychologues, paléontologues, sémioticiens, etc., vont se succéder, linguistes, vont se succéder pour essayer de penser à partir de cette proposition de Ernst Cassirer, philosophe allemand, qui est l'intention de Cassirer, c'est fonder une science de la culture. C'est en disant, bon, au fond, on a une philosophie pour les sciences de la nature, bon, ça tient bien, il y a beaucoup de choses, ça tourne, etc. Mais pour penser les sciences de la culture, on a un problème. Et donc, tout le travail de Cassirer a été d'essayer d'établir une philosophie pour penser les sciences de la culture. Et donc, il va forger ce concept de forme symbolique à partir duquel va s'ouvrir la possibilité de penser une articulation entre sciences de la nature, sciences de la culture, à partir du postulat sémiotique, c'est-à-dire les formes symboliques sont envisagées comme des grands modes de donation de sens, c'est-à-dire dès lors qu'une activité humaine devient suffisamment importante, suffisamment autonome, va émerger à partir de cette activité humaine des formes symboliques qui vont à la fois permettre de produire des significations et en même temps donner la possibilité du cadre de l'interprétation de ces significations-là. Donc, on a à la fois, avec la forme symbolique, donc les grandes formes symboliques que Cassirer a proposées, c'est le langage, les mythes, la science, et puis plus tard, il a développé une forme symbolique à partir de la technique, à partir du politique, à partir de l'économique, à partir des activités qui sont les systèmes de parenté, par exemple, comme forme symbolique. Donc, ce sont à la fois des lieux, des instances où vont se forger des possibilités de signification, donc de création de signification, et les cadres d'interprétation de ces significations. Donc, pour moi, cette question de l'anthropologie sémiotique me donnait la possibilité de tenir ensemble plusieurs questions. La question de l'héritage lévi-straussien, la question des neurosciences cognitives et l'articulation entre sciences de la nature et sciences de la culture en anthropologie. Donc ça, c'était aussi quelque chose d'important. Et donc, dans la rencontre avec Nicolas, ce qui s'est passé, c'est que la question qu'il y avait pour lui de l'articulation entre sciences de la nature et sciences de la culture devenait pensable à partir de l'anthropologie sémiotique. Alors, c'est vrai que ça n'a pas été simple au départ.
et c'est une grande question pour moi, comment ça se fait que des cliniciens qui passent leur temps à manier du sens et de la signification ont des difficultés à penser le sémiotique? Alors qu'au fond, tous ces cliniciens, qu'on pense à Scott par exemple, au moment où il va trancher des questions, à quoi va-t-il faire appel? Il va faire appel à des données qui sont des données langagières. C'est-à-dire il va prendre des termes, des mots, des verbes pour venir donner du sens à ce qu'il essaye de dégager, par exemple, d'un système pulsionnel. Lorsqu'il essaye de penser une dimension pulsionnelle, il va faire appel à quoi? Au langage le plus élémentaire, c'est-à-dire la langue la plus élémentaire. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire d'articuler une question clinique avec le langage? C'est faire de la sémiotique, tout simplement. Simplement, tous ces cliniciens, et Nicolas en fait partie, font de la sémiotique sans connaître la sémiotique. Et je me dis, mais c'est quand même dommage. Il y a une discipline scientifique qui, pendant des années, s'est construite, s'est constituée avec différents modèles, différentes écoles, qui travaillent cette question au cœur, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le sens, qu'est-ce que c'est la signification, qu'est-ce que c'est le rapport entre signification et sens, comment est-ce qu'on peut distinguer la question de avoir de la signification et donner du sens. Toutes ces questions fondamentales là ont été pensées, travaillées, et les cliniciens ignorent cela. Et il y a très très peu de cliniciens qui finalement sont versés dans cette discipline. Donc pour moi, il y a aussi cet enjeu-là dans la rencontre avec Nicolas, c'est d'essayer de le convaincre que la sémiotique a un intérêt pour la clinique et que ce n'est pas simplement, comment dirais-je, une forme de formalisation qui permettrait de traverser l'ensemble des sciences humaines. Ça, c'est un peu le projet que des sémioticiens comme Klinkenberg, par exemple, en Belgique, ont posé, c'est-à-dire l'idée que la pluridisciplinarité dans les sciences humaines ne peut se fonder que sur un langage qui n'est pas celui d'une des sciences humaines. Oui, c'est-à-dire, si je veux articuler la psychologie et la sociologie, je ne peux pas le faire en pensant à partir du discours de la sociologie, parce que sinon, on a un réductionnisme à la sociologie. Oui, si je veux penser la question de la clinique et de l'articulation neurosciences et psychanalyse, je ne peux pas le faire à partir du discours de la psychanalyse. Parce qu'à ce moment-là, j'annexe les neurosciences dans le discours de la psychanalyse. Mais je ne peux pas le faire non plus à partir du discours des neurosciences. Donc, il nous faut un langage qui soit transversal, qui soit un langage qui concerne toutes les sciences humaines, qui les traverse et qui nous permette des formalisations à la fois pour chaque discipline et en même temps entre les disciplines. Voilà, donc dans l'anthropologie clinique, il n'y a pas que cette question, dans l'anthropologie sémiotique, pardon, il n'y a pas que cette dimension de la sémiotique et des formes symboliques à partir de Cassirer. Ça, c'est plutôt ce que amène Jean Lassègue. Mais il y a aussi, dans la question du langage, un travail purement sémiotique qui, lui, a une visée tout à fait particulière en sémiotique. On peut dire qu'une des questions pour la sémiotique, c'est la question du continu, de la continuité du sens, et la question du discret, c'est-à-dire comment je saisis de façon synchronique une signification, un mode de donation de sens. Comment le sens se donne à un moment arrêté, figé du temps, synchrone. Et puis la question de comment le sens est dans un défilé constant, permanent, et donc dans une succession diachronique d'événements. Et donc, dans un premier temps, la sémiotique a été plutôt centrée sur la saisie synchrone de la signification. D'accord ? Donc, on pouvait avoir une succession comme ça de saisie du sens. Et dans le travail, justement, de Visetti, qui est le troisième larron de la bande, Lassègue-Rosenthal, lui, il a pensé avec un linguiste qui s'appelle Pierre Cadio, ils ont essayé de penser une sémiotique dynamique, c'est-à-dire qui rend compte de la question du temps, de la temporalité, du continu, du flux continu de sens. Et donc, ils ont forgé 3 phases de régime de sens qu'ils appellent motif, profil, thème, c'est-à-dire l'idée qu'il y a à la base de la sémiotique des formes qui sont des formes élémentaires, mais que ces formes élémentaires sont toujours instables, elles ne sont jamais données une fois pour toutes, elles ne prennent véritablement leur signification que dans un profilage, c'est-à-dire dans une déstabilisation successive des différents motifs, des différents traits qui composent le motif, pour arriver à se stabiliser
à partir d'une thématique particulière, donc on pourrait dire d'une forme symbolique, qui va lui donner son sens définitif dans un contexte. Donc là, on n'est plus dans une sémiotique figée, on est dans une sémiotique dynamique. Et évidemment, c'est tout à fait important si on souhaite penser des articulations avec les neurosciences, parce que penser simplement des prises de signification qui seraient juste comme ça arrêtées dans le temps, toute l'activité complexe du cerveau pour arriver à accéder au sens, au lexique, etc., on voit bien que ça passe par des phases de stabilisation successives et qu'on aurait du mal à articuler les neurosciences et les expérimentations, enfin, comment dirais-je, la question de l'accès au sens avec des expérimentations neuroscientifiques. Donc, il y a dans l'anthropologie sémiotique la possibilité de saisir et d'articuler neurosciences et sciences du langage. Et puis, troisième contribution majeure à mon avis, c'est la contribution de Rosenthal, qui lui donc est psychologue cognitiviste au départ, mais vous l'avez compris, évidemment, qui donne une place à la culture et la socialité tout à fait fondamentale pour penser la cognition. Et lui qui s'est penché sur un objet de recherche tout à fait particulier, qui est la voix intérieure. C'est-à-dire ce machin qu'on a dans la tête qui fait qu'on se parle, que même on peut faire parler plusieurs personnes dans sa tête des fois. Et il mène cette enquête de façon tout à fait scientifique, avec une base qui est l'appareil phonatoire, c'est-à-dire comment dans le corps, la voix intérieure résonne au niveau corporel, comment cette voix intérieure fonctionne au niveau de ce jeu entre signification et signification à l'extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le social, quelles sont les formes de langage du social qui sont prises et reprises par la voix intérieure, et comment petit à petit, il fait cette hypothèse-là, que d'un côté s'institue le sujet avec cette voix intérieure, mais s'institue aussi le social. C'est-à-dire que l'institution sociale et l'institution du sujet viennent trouver dans cette instance de la voix intérieure leur point de pivot, leur point d'articulation. Donc avec l'anthropologie sémiotique, on a quand même toute une série d'outils qui nous permettent de penser à la fois les articulations sciences de la culture, sciences de la nature, dehors, dedans, corps, esprit, etc., etc. Et donc, toutes ces distinctions qui deviennent des clivages et qui nous empêchent de penser, trouvent avec ces différentes possibilités des possibilités de passerelles, de ponts d'articulation. Donc, en gros, si on pense d'un côté l'anthropopsychiatrie comme étant la possibilité pour la psychiatrie et pour la psychopathologie de penser ces articulations et l'anthropologie sémiotique comme possibilité de penser des articulations au sein des sciences humaines, en nous amenant un outil très très précis qui est la sémiotique comme discipline scientifique qui nous permet de penser cette question de la signification et du sens. Moi, il me semble que là, on a des bases pour tenir ce projet. C'est-à-dire que le cahier des charges qu'on a mis au départ, les constats qu'on a posés par rapport aux sciences humaines et la psychiatrie, il me semble qu'avec cet outillage-là, le travail n'est pas fait, mais qu'on a les moyens de le faire. Bon, Nicolas, peut-être tu veux reprendre quelque chose par rapport à ça, ou bien est-ce qu'on commencerait à discuter avec tout le monde, peut-être? Ah, il a voulu dire quelque chose, mais son micro est coupé. Nicolas, il faudrait remettre ton micro, en fait. Impec. Voilà. Mais moi, je ne demandais pas la parole. OK. On a vu bouger tes lèvres, on s'est dit, tiens, il veut parler. Ah bon? Moi, je te la donnais volontiers, mais… Oui, pour l'instant pas, merci. OK. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir une discussion un peu avec tout le monde? Je pense, ça vaudrait la peine. Ouais. Ça nous donne pas mal de temps, c'est bien. Je pense que pour une première séance, on a posé des choses un peu générales, mais les orateurs qui vont suivre vont préciser un peu tout ça et rentrer dans le vif de façon plus précise. Donc, peut-être ça vaudrait le coup d'entendre un petit peu les différents participants qui souhaiteraient prendre la parole et dire un petit peu par rapport à cette ambition et ce projet. Bon, qu'est-ce qu'ils en pensent? Ou poser des questions pour préciser des choses qui sont peut-être tout à fait nébuleuses et qui mériteraient des petits développements ou précisions.
Alors, peut-être je pourrais donc je vais te désépingler, Nicolas. Ça fait pas mal en fait. Voilà. Voilà, mais là, peut-être il faudrait que je mette la mosaïque. OK. Bon, on est plus nombreux que tout à l'heure encore. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints et qu'on n'a pas vu arriver pendant qu'on parlait. Jean-Louis Feiss, qui est arrivé, formidable. Donc, tu es arrivé un peu à la fin. Ah. On a un peu parlé de toi, hein, et d'anthropopsychiatrie pas mal. Donc, il faut mettre le micro pour intervenir. Donc, c'est Voilà. bien, les Belges sont côte à côte dans la galerie. C'est bon là, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà, bonjour Serge, bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Oui, je suis arrivé juste à la fin de ton introduction, Serge, donc voilà. Bah, écoute, c'est impeccable, tu arrives pile pour discuter. Parfait. En tout cas, merci d'avoir pu nous rejoindre même tardivement. L'anthropopsychiatrie est quand même un point important pour nous, et tu en es un grand connaisseur. Et donc, d'avoir ta présence là ce soir en introduction, c'est un encouragement pour nous. Oui, bah, comme Nicolas, enfin je connais ça, Nicolas aussi connaissait bien Scott naturellement, donc c'est dans cette tradition-là que je me suis inscrit. Mais effectivement, chaque fois qu'on a eu l'occasion de discuter de tout ça, ben, Scott reste un point de repère, il me semble, aussi bien pour vous que pour moi. Donc, ce serait un plaisir pour moi de reparler de Scott et de réintroduire un petit peu sa pensée au sein du séminaire. Ouais. Bah, écoute, ça serait bien si, par exemple, ça pouvait se faire assez rapidement dans le séminaire, de manière à ce que, pour les participants, il y ait un éclairage sur l'anthropologie assez rapidement, finalement. Oui, mais tu parlais du mois de janvier, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, oui. Super. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait se risquer un premier commentaire ou une première question pour lancer la discussion? Moi, je veux bien m'y risquer. Allez, super. Je veux bien me risquer à une question très naïve, volontairement naïve, mais pour laquelle je manque vraiment de connaissances. Moi, j'ai une formation en anthropologie sociale aussi sur Toulouse. Et je suis éducateur spécialisé en pédopsie, à la guidance infantile. Donc, j'ai un intérêt autour de l'IAC et des questionnements de l'IAC. Mais c'est vrai que je suis complètement démuni sur qu'est-ce que c'est la sémiotique, déjà. Et je voulais savoir, Serge, si tu aurais pu nous éclairer, vulgariser un petit peu la sémiotique. Voilà. Alors, je vais demander de l'aide à Jean-Claude Mas pour ça. Jean-Claude Mas, dis-moi. Non, il y a une question, qu'est-ce que la sémiotique? Alors, je me disais que peut-être on pouvait dire quelque chose un peu à deux voix autour de ça. Littéralement, c'est l'étude du sens. Alors, si on fait l'historique, il faut remonter à la création de la sémiotique française je crois que c'est en 66, par Algirdas Grémas, qui commet un ouvrage qui s'appelle Sémantique structurale. Et donc, au fond, la sémiotique, c'est le nouveau nom, à un moment donné, de la sémantique structurale, sachant qu'en réalité, il y avait déjà une sémiotique plus ancienne, la sémiotique de Peirce, une sémiotique américaine. Et donc, dans les deux cas, la question, c'est comment est-ce qu'on fait sens à partir des questions de structure. Alors, d'une certaine façon, Serge qui a évoqué Lévi-Strauss, Lévi-Strauss, c'est quelqu'un qui faisait déjà de la sémantique structurale sans le savoir, hein, comme M. Jourdain qui fait de la prose, puisqu'il aborde l'anthropologie sous cet angle-là, c'est-à-dire il essaye de trouver les structures sous-jacentes
aux phénomènes, de différents phénomènes qui présentent des récurrences, ont-ils une structure sous-jacente? Alors, à partir donc de 66, avec Grémas, qui est la sémiotique qui nous intéresse le plus ici, il y a eu toute une école qui s'est développée, hein, entre autres avec Jacques Fontagny. Je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, mais en tout cas, il participe au séminaire, qui a continué à creuser ces questions. À un niveau historique, il faut aussi savoir que dès 66, avec sémantique structurale dans l'introduction, le projet, c'est de servir de traducteur entre les différentes sciences humaines. Donc ça aussi, ça a été évoqué par Serge, mais par un autre book que ce que je fais en ce moment. C'est vraiment le projet fondateur de la sémiotique française, d'essayer de servir de pont entre les différentes sciences humaines, de dépasser les clivages qui peuvent exister entre les différentes sciences humaines. Oui, c'est cette idée, si je peux me permettre, Jean-Claude, cette idée que, au fond, tout le monde passe son temps à donner du sens à des signes, que ces signes soient des signes langagiers, une conversation, que ces signes soient des signes picturaux, que ce soit des signes cinématographiques, que ce soit une œuvre, enfin, peu importe quel artefact humain, on passe notre temps à donner du sens à ça. Mais on fait ça de façon, alors Grémas disait, naturelle mais mal. Et donc le projet de la sémiotique, c'est de le faire de façon artificielle mais bien. C'est-à-dire de se donner des... Il y a quelque chose qui est un peu à cheval entre la sémantique et la logique, finalement, d'ailleurs. Oui, c'est ça, cette idée d'arriver à construire un système formel et que ce système formel permette de traduire des ensembles de signes dans d'autres ensembles de signes, mais donc une formalisation qui permettrait d'accéder au sens indépendamment de la langue naturelle, donc par une formalisation qui soit une formalisation codifiée, etc., structurée avec une logique, une grammaire, enfin une syntaxe, etc., etc. Alors peut-être pour être très simple, dans le premier livre, il y a ce projet frappant de dire la meilleure façon de définir un mot, donc ça c'est le signifiant le plus simple, si on veut, c'est un mot. La façon la plus simple de définir un mot, c'est de le raconter. Ce qui a été très très vite au centre de la sémiotique française, c'est la question de la narration. Excuse-moi, je t'ai interrompu, Serge. Non, vas-y. Et donc, à partir de là, il va passer du mot à la phrase, de la phrase au texte court, du texte court au texte long. Mais il va aussi, à un moment donné, les disciples, par exemple, quelqu'un de très connu en la matière, ça a été l'italien qui a écrit des romans. Umberto Eco. Umberto Eco, oui. Va par exemple se pencher sur comment est-ce qu'on raconte une architecture, comment est-ce qu'on raconte une publicité, comment est-ce qu'on raconte enfin, toutes sortes de choses en fait. Et à travers ce récit, peu à peu, cet objet d'étude va faire sens. C'est vrai qu'au fur et à mesure des travaux, les disciples, donc Fontagny notamment, on est passé d'une sémiotique du texte à une sémiotique des passions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir penser à partir de la sémiotique ce qui se passe à l'intérieur d'un être humain, la dimension pathique au fond dont on parle en anthropopsychiatrie, comment cette dimension pathique peut être sémiotisée, puis la dimension du corps, comment est-ce que le corps peut être aussi un objet sémiotique, puis la question des pratiques, comment les pratiques humaines peuvent être sémiotisées, pour arriver à ce que Fontagny appelle aujourd'hui une sémiotique des formes de vie, c'est-à-dire de considérer de différentes façons d'habiter le monde humain et qui feraient l'objet d'analyse sémiotique. Et donc, quelles seraient les bonnes formalisations? Voilà. Donc, là aussi, on a un projet avec la sémiotique de traverser différentes phénoménologies à partir du texte
comme première source, parce que la linguistique s'intéressant évidemment au texte, à la matière première, mais comment les outils qui ont été pensés à partir du texte vont pouvoir se recombiner, se repenser dans la dimension pathique, dans la dimension du corps, la dimension des pratiques, et finalement, de façon plus globale, de qu'est-ce que c'est qu'une forme de vie. Et donc, on pourrait essayer de penser, par exemple, est-ce que, je ne sais pas, les addictions, la schizophrénie, etc., sont des formes de vie. Et donc, est-ce que la Serge, non, pour rejoindre Romain dans sa question, très haut niveau, en même temps celle d'un travailleur social, toi qui fais beaucoup de formations avec les travailleurs sociaux, tu pourrais illustrer, donner un exemple ou bien en lien avec Romain, en quoi cette sémiotique oui, apprise, oui, ce n'est pas quelque chose uniquement du 7e ciel. Oui, l'idée, c'est à partir de discours de patients ou de situations d'interaction de patients, de pouvoir, à un moment donné, se dégager comment dirais-je, du premier niveau de subjectivité et d'impression qu'on a pour essayer de trouver la structure qui sous-tend cette interaction ou qui sous-tend ce discours. Bon, ce qu'on n'a pas dit avec Jean-Claude là, c'est qu'un des éléments qu'a posé Grémas au départ, c'est le fait que la structure élémentaire de la signification se construit sur un axe d'opposition, alors assez simple, hein, des oppositions un peu universelles, haut, bas, froid, chaud, etc., etc. Là, on est sur des universaux, mais on peut aussi prendre dans un discours donné 2 oppositions. C'est-à-dire comment, dans ce discours s'organise autour d'oppositions sémantiques. Et une fois que ces oppositions sémantiques sont identifiées, alors à ce moment-là, on peut déplier différents outils de la sémiotique pour articuler de nouvelles significations. Je pense que, alors je ne sais pas si Romain est sensibilisé un peu à l'approche systémique. Le concept de double contrainte, par exemple. Est-ce que c'est un concept qui vous parle? Pas du tout. Pas du tout. OK. C'est un concept qui vient d'un anthropologue qui s'appelle Gregory Bateson et qui pensait avoir identifié là Alors, initialement, il pensait que c'était l'éthiopathologie de la schizophrénie. Bon, évidemment, c'est plus complexe que ça, mais il a identifié effectivement un mode, comment dirais-je, une modalité de perturbation, on va dire, du développement et du devenir humain, hein, pour reprendre la formule qu'employait Nicolas tout à l'heure, sur le fait que le pathologique serait une difficulté dans le devenir humain, le fait de grandir ou de fonctionner dans des environnements qui exposent à des doubles contraintes très, très fréquentes, permanentes, etc., génère des troubles dans le développement. Et donc, l'hypothèse, c'est que la double contrainte comme étant 2 injonctions contradictoires, une première injonction qui affirme quelque chose et une deuxième injonction qui vient nier cette première affirmation, sachant que ces affirmations ont un impact pour le sujet, c'est-à-dire que le sujet doit répondre, doit agir, doit ressentir, doit faire quelque chose de ce contexte interactionnel. Il est pris dans une contradiction où s'il répond à l'injonction 1, eh bien, il a un problème avec l'injonction 2, et s'il répond à l'injonction 2, il a un problème avec l'injonction 1, et il n'a pas la possibilité de sortir des injonctions, donc il est coincé dans cette affaire. Donc ça, c'était un peu le schéma principal de Bateson. Et donc, une des idées, c'est comment est-ce qu'on peut sémiotiser la double contrainte et se dire qu'on a une opposition qui est une opposition, alors, axe élémentaire de la signification. Le problème de votre question, Romain, c'est que ça nous emmène sur des développements concrets qui appellent à des développements un petit peu techniques, en fait. Mais il y a un outil qui s'appelle le carré sémiotique. Et donc, à partir de cette opposition principale, élémentaire de la signification, qui sont 2 oppositions, on va bâtir un carré qui va, dans un premier temps, alors comment on pourrait se le représenter? Le problème, c'est qu'on n'a pas de tableau pour
pour représenter un carré sémiotique. Bon, on va vous faire un effort d'imagination. Imaginez un carré dans l'espace avec une opposition qu'on va appeler S1 et S2. OK? Eh bien, ça, c'est l'axe O du carré. Voilà, je vous le dessine en même temps, comme ça. Hop, S1, hop, S2. Donc, un axe comme ça, sémantique d'opposition. Et puis, on va se mettre dans la diagonale de S1 et on va dire, ça, c'est moins S1. Ça, c'est la négation de S1. Ce n'est pas l'opposition à S1. Hein, c'est pas si c'est froid, c'est chaud. C'est non chaud. Il n'y a plus de chaud. OK? Et si c'est froid, eh bien, moins S2, eh bien, il y a plus de froid. Donc, l'absence de signification. On a une signification qui se construit à la fois dans l'opposition de sa signification et dans la double négation de ces significations-là. Vous voyez? Et donc, ça, c'est carré sémiotique. C'est un petit peu l'élément un peu de base de la sémiotique. Aujourd'hui, il y a d'autres outils, mais disons que ça, il faut avoir en tête ça. Et donc, on pourrait tout à fait projeter une double contrainte là-dessus en se disant, OK, j'ai une double contrainte un peu basique qui était celle que Peterson avait proposée. Une mère demande à son enfant de se rapprocher d'elle. Donc, l'enfant vient vers elle. Et puis, au moment où l'enfant vient vers elle, cette maman qui a des difficultés avec le contact de cet enfant, et on ne va pas chercher à savoir pourquoi elle a des difficultés au contact avec cet enfant, on va laisser ça dans la boîte noire, mais on va simplement constater qu'au moment où l'enfant se rapproche, il y a un petit raidissement de la maman. Et ce petit raidissement prend une valeur comportementale qui va faire signe pour l'enfant, qui est ma maman n'a pas l'air elle a l'air en difficulté du fait que je me rapproche d'elle. Et donc, cette perception tout à fait peut-être préconsciente, je ne sais pas si elle est conscientisée, en tous les cas, va amener l'enfant à avoir un comportement qui va protéger la maman de cette difficulté de proximité. Et donc, l'enfant pourrait dire un truc du genre « Ah, il est super ton collier » et tout ça. Une façon de disqualifier le fait qu'il ne répond pas à l'injonction première qui est « Rapproche-toi de moi, viens vers moi ». Et en même temps, il vient vers elle, mais pas pour les raisons de l'injonction numéro 1. Donc, on pourrait penser comme ça la double contrainte, comme étant, on pourrait la projeter sur un carré sémiotique, dans lequel on aurait l'injonction numéro 1 qui serait « viens vers moi », l'injonction numéro 2, la contradiction de cela, c'est-à-dire le fait qu'elle ne souhaite pas, donc ne vient pas vers moi. Et on pourrait essayer de penser qu'est-ce que ça pourrait être le S2, c'est-à-dire la solution que l'enfant pourrait trouver. Et donc d'opposer ce « viens, rapproche-toi de moi » avec, je ne sais pas, le fait d'inventer ce petit stratagème de « oh, tu as un super collier, je viens vers toi ». Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la sémiotique peut nous aider à penser des développements, c'est-à-dire à partir du moment où on a, sur un carré sémiotique par exemple, identifier un axe qui est l'axe des contraires, S1, S2. Donc, en quoi dans un discours, en quoi dans une interaction, en quoi dans une pratique, nous avons des choses qui sont contraires, qui sont dans une opposition contraire. On sait qu'il y a la possibilité de penser l'absence de ces significations-là. Et donc, qu'est-ce que ça nous donne dans cette situation de penser l'absence de ces significations? Qu'est-ce que ça va introduire comme nouvelle idée, nouvelle pensée, nouvelle façon d'envisager la situation, le fait de pouvoir penser la totalité du circuit, qu'est-ce qui se passe en S1, qu'est-ce qui se passe en moins S1, qu'est-ce qui se passe en S2, qu'est-ce qui se passe en moins S2. Et donc d'avoir comme ça la possibilité, dans un premier temps, d'activer d'autres processus de signification qui ne nous seraient pas venus spontanément à l'esprit. Et puis, il y a un autre niveau, c'est que ces carrés sémiotiques, on va pouvoir les compléter, et là, on rentre dans des choses encore plus techniques, avec le fait qu'on va pouvoir conjoindre S1 et S2 et penser de nouvelles significations à partir de leur conjonction. Mais aussi penser la conjonction de moins S1 et moins S2, c'est-à-dire l'absence de signification, si je les mets ensemble, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça peut nous proposer comme nouvelle signification? Donc, ce sont des outils qui permettent d'ouvrir, à la fois de formaliser, de penser et d'ouvrir vers d'autres intuitions cliniques que celles qu'on aurait eues spontanément. Alors, Romain, je ne sais pas du tout si ça répond, ça fait un développement un peu long. C'est vrai qu'on n'avait pas prévu ça, on aurait eu un tableau, on aurait pu prendre… Peut-être très simplement, oui, je veux bien que tu me simplifies un peu. Tu as beaucoup parlé de l'implicite et de l'explicite. Souvent, il y a un certain nombre d'éléments explicites dans le discours d'un patient
Moi, ça m'arrive en consultation de faire un petit carré sur ma feuille, la feuille où je note, de placer sur le carré les éléments explicites et puis de m'apercevoir qu'il y a un élément manquant. Et en complétant le carré, je découvre un implicite qui va m'aider dans la poursuite de la séance pour parler de façon très concrète de ce que ça peut apporter. Tout à fait. C'est l'idée, par exemple, de pouvoir conjoindre le moins S1 et le moins S2 donne des espaces de créativité qui n'étaient pas pensés au départ. C'est-à-dire le fait de pouvoir penser qu'est-ce que c'est l'absence de signification dans ces contraires-là, le fait de les penser ensemble donne des pistes. Alors, il faudrait trouver un exemple là de suite, mais… Le seul danger, Serge, que tu as évoqué également, étant qu'il ne faut pas en faire une espèce d'absolu. C'est-à-dire que l'élément manquant qu'on découvre, il ne faut pas le voir comme « ah, j'ai découvert quelque chose qui est de l'ordre de la vérité », mais en faire une hypothèse de travail avec laquelle on va essayer de poursuivre la séance. Et, enfin, c'est d'une grande richesse clinique à condition de partir du point de vue que c'est des modèles transitoires, que c'est des hypothèses, un moteur, quoi. Oui, et que la sélection même des éléments que l'on va inscrire en S1, S2 sont l'opération de celui qui les fait. Autrement dit, sont liées aux cliniciens et pas liées, elles sont évidemment en partie liées aux patients, mais elles sont liées à la sélection que fait le clinicien de dire, parmi tous ces éléments du discours, c'est cette opposition-là qui va constituer un axe sémantique sur lequel je vais réfléchir et travailler. Donc, il y a aussi à remettre la question de l'intervention du clinicien dans le choix des éléments sémantiques qu'il va mettre au boulot. Bon, ben merci Romain pour cette question. Je ne sais pas si ça répond pour… Ça ouvre en tout cas, oui, merci beaucoup. Merci pour le début d'éclaircissement. Le début d'éclaircissement, ouais. Je pense qu'on va pouvoir progresser sur ce plan-là. D'autres questions? Donc là, on était plutôt sur la partie sémiotique. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions sur ce qui a été développé jusque-là? Bon, alors, ce n'est pas parce que c'est la première séance qu'il faut être timide, hein. Parce que si vous attendez la dernière séance du séminaire pour poser une question que vous avez eue à la première, il est possible que… Alors, j'ai un message sur le chat. Alors, serait-il possible de vous demander une narration d'un moment heuristique en séance sur la base S1, S2, moins S1, moins S2 ? Alain, tu es sûr? Ah oui. Démocrate, dictateur, dictateur à distance, démocrate proche, Ouais. et la question affective, mais justement, au travail, ça. Ouais, merci Wilfried pour cette suggestion. Alors, on va faire un autre détour par les thérapies familiales rapidement. Il y a un outil des thérapeutes de famille qui est le questionnement circulaire et le questionnement réflexif. Pour aller très, très vite, c'est des façons de mener l'entretien avec une famille pour développer, faire émerger de nouvelles informations qui n'étaient pas présentes dans le système familial et dont on fait l'hypothèse que ces nouvelles informations pourraient être utiles et que les familles pourraient transformer des modes de relation, etc., à partir de ces nouvelles informations. Information et pas à prendre au pied de la lettre sur le fait que ça serait quelque chose qu'on dirait aux familles, mais c'est plutôt une émergence nouvelle par rapport à ce que la famille produit comme connaissance à propos d'elle-même et de leur relation. Bref, les questions réflexives, donc techniques de fonctionnement dans l'entretien. Ça a été formulé par un psychiatre canadien qui s'appelle Carl Tom, et qui a découvert, a mis au jour cette façon de travailler à partir d'une supervision d'une thérapie familiale où la famille se présente, c'est une situation de protection de l'enfance,
dans lequel le père est présenté comme extrêmement violent, tyrannique, etc., et une mère assez déprimée, assez en retrait, etc., qui se plaint du comportement du père. Et la particularité de cette famille, c'est qu'on a 8 enfants, donc des petits jusqu'aux grands adolescents. Et donc, la séance démarre et assez classiquement, la thérapeute qui mène la séance se laisse embarquer dans la position de la mère qui critique le père, qui se plaint beaucoup, qui ne fait rien, qu'il est dur, etc., etc. Et les enfants d'abonder dans son sens. Et on a de plus en plus d'interactions qui vont refermer le problème autour d'un père tyrannique, une mère qui souffre, qui est malheureuse, et des enfants qui sont brimés. Et donc, ce que Carlton propose, c'est simplement de poser une seule question, donc dans une modalité de questionnement circulaire des thérapeutes de famille, c'est-à-dire la même question est posée à chaque membre de la fratrie, de chaque enfant, et cette question est, imaginons que pour des raisons ou pour d'autres, votre mère ne puisse pas s'occuper de vous et que vous deviez être avec votre père. Qu'est-ce qui se passerait? Comment ça se passerait? Donc, le premier enfant développe les choses en disant « Oh là là, ce serait la catastrophe, ça terrible avec papa, oh là là, on ne veut même pas y penser. » Et puis, le deuxième enfant dit « Bah si, ça serait intéressant parce que papa, il nous fait la cuisine et quand il nous fait la cuisine, c'est sympa. » Et puis, le troisième enfant « Ah bah ça serait bien parce qu'il ferait les devoirs avec nous et puis pour faire les devoirs, etc. » Et donc, on arrive à la fin des 8 enfants qui se sont exprimés avec finalement une transformation de la structure narrative de départ qui était un père tyrannique, autoritaire, et une mère déprimée et des enfants malheureux. Et donc, ce que constate Carlton, c'est qu'on avait en S1, alors lui, il ne dit pas ça, ça c'est nous qui disons ça, mais on pourrait dire qu'en S1, on avait un père tyrannique, et puis à la fin de la narration, en opposition, on avait un père tout à fait qui remplit son job de père dans la narration familiale. Donc, on est passé de S1 père tyrannique à S2 père tout à fait attentionné auprès de ses enfants, etc. Alors, on pourrait se dire, sur cette projection-là, que le moins S1, c'est-à-dire la contradiction du père tyrannique, était contenu dans l'hypothèse de Carlton. C'est-à-dire que quand il demande à la thérapeute de poser la question « Imaginons que votre mère ne puisse pas être là », il fait une hypothèse classique en thérapie familiale qui est une hypothèse structurale, c'est-à-dire de dire, au fond, la mère est en coalition avec les enfants, ou les enfants sont coalisés avec la mère contre le père, et ceci a une fonction dans le système, etc. Donc, des hypothèses systémiques qu'on pourrait éventuellement discuter, qui ne sont pas forcément, à mon avis, le plus intéressant, parce qu'on se met dans un système de causalité où le comportement du père serait le résultat de telle ou telle cause dans le système familial. On pourrait essayer de penser les choses de façon un peu plus large et un peu plus complexe, mais quoi qu'il en soit, le moins S1, c'est-à-dire la négation du père tyrannique, S1, c'est l'hypothèse et la question réflexive que pose la thérapeute. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que la question réflexive vient vider, par la narration de l'ensemble de la fratrie, vient vider des significations père tyranniques. En posant la question comment ça se passerait, le discours de chaque enfant vient actualiser la contradiction du père tyrannique. Et du coup, on pourrait installer en S2, c'est-à-dire en opposition cette fois-ci, c'est-à-dire le contraire du père tyrannique, un père attentionné. Donc, cher Alain Béor, est-ce que cette narration, ça paraît utile pour toi? Oui, merci. Donc, OK. On avait raconté une cet été, Serge, avec un couple qui n'avait pas la même conception de la sexualité. Oui, redis-moi. Oh, mais le monsieur, il avait besoin que ce soit un peu sauvage, oui. la dame, elle avait besoin que ce soit romantique. Et tu avais construit deux négations assez intéressantes, je trouve. Oui, tout à fait. Mais là, l'idée, c'était de travailler sur… alors, on rentre sur un autre outil de la sémiotique qui n'est plus le carré sémiotique, mais l'hexagone sémiotique. Et l'hexagone est une figure géométrique qui a été travaillée par un épistémologue et philosophe qui s'appelle Alessio Moretti et qui viendra nous en parler au printemps.
et pour lequel on va essayer de développer aussi quelques exemples cliniques à partir de l'hexagone. Le problème, c'est que là, je n'ai pas du tout le cas en tête, et donc j'ai peur de dire des bêtises par rapport à cet exemple. Le problème avec la sémiotique, c'est que c'est assez précis finalement, et que ça demande d'avoir les éléments un peu sous les yeux. En fait, oui, c'est ça, c'était un cas de supervision c'était Je me aussi une souviens supervision que S1, express. c'était le sexe sauvage, moins S1, c'était fade, Ouais, c'est ça. S2, c'était romantique, et moins S2, c'était le fait qu'elle se sentait prise comme une chose, C'est ça, comme objet. comme objet. Oui. Mais faire des carrés sémiotiques sans les représenter aux participants, c'est un peu, c'est un peu compliqué. On avait, oui, c'est ça. Animal était opposé à romantique, donc S1, S2. Et puis sur la position moins S1, c'était que si, pour monsieur, donc en fait c'est ça, c'est qu'on est dans un cadre de thérapie de couple. Donc c'est une supervision de thérapie de couple. Donc la thérapeute m'appelle au téléphone, me dit je vais avoir une séance, je suis embêté, je ne comprends pas comment on pourrait faire. Et donc je me suis dit, bah, tiens, on va faire un carré direct par rapport à ce qu'elle me raconte. Et comme on n'a pas le temps de développer, on ne va pas faire une supervision. Et en 5 minutes, le fait de poser ce carré-là lui a ouvert des portes pour pouvoir faire la séance de manière tout à fait intéressante pour elle. Donc, S1, sexualité animale, moins S1, si on n'est pas dans la sexualité animale, on est dans une sexualité fade. Et pour madame, la sexualité doit être romantique. Et si elle n'est pas romantique, dans son discours, ce qui était actualisé, c'est qu'elle se sentait en position d'objet. Et donc, mais ça, c'est des développements qu'on va faire dans le séminaire par la suite. C'est-à-dire que ce cas-là nous a permis de penser l'articulation entre l'intersubjectivité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue dans le couple, mais de façon croisée. Alors, bon, c'est-à-dire comment le fait que la sexualité soit pensée comme fade, c'est-à-dire le moins S1, vient recouper un point pour madame tout à fait particulier, c'est-à-dire le fait que la sexualité ne peut être pensée que romantique. C'est-à-dire que, en fait, le fait de penser le carré comme ça recoupait les problématiques personnelles de chaque membre du couple et venait faire circuit entre les deux. C'est-à-dire comment la position de l'un venait répondre à la difficulté intrasubjective de l'autre et venait et de façon complémentaire. Donc, on avait vraiment une articulation entre l'intersubjectif et l'intrasubjectif. Mais là, ça méritera d'autres développements. Mais promis, pendant le séminaire, on va déplier ce cas de façon comment dirais-je, à la fois précise et argumentée avec le discours clinique qui va avec et les schémas qui seront plus éclairants que le fait que moi, je l'ai sous les yeux, mais vous ne l'avez pas sous les yeux. Donc, ça doit être un peu compliqué à suivre, quoi. Ah, il y a encore des messages discutés, voyons. Non. Est-ce que tout ça, ça reste nébuleux et compliqué ou bien ça fait un peu sens? La prochaine fois, il y aura 3 personnes, je pense. Oh là là, c'est moi la prochaine fois. Je vais me retrouver avec 3. Ça va être très intime. C'est ça. Tu vas pouvoir développer la question du stade de miroir de façon avec moi-même. Avec toi-même dans le miroir. Peut-être, moi, j'ai une question. Je quitte cette thématisation du carré sémiotique. Moi, on en a beaucoup parlé, c'est compliqué et je pense que ça va s'éclairer. Mais pour simplement poser la question à tous les participants qui nous écoutent, qui travaillent avec nous, est-ce que beaucoup d'entre vous êtes confrontés dans vos lieux de travail, en indépendant, libéral ou surtout institutionnel, à ces réductions de modèles qui va les mettre en conflit, ou bien vous avez l'impression que tout se vit plus ou moins en harmonie ou une pseudo-tolérance, mais ou bien vous êtes à l'épreuve de tensions et de tensions des fois disqualifiantes. C'en est où en 2021? Ouais.
Oui, parce que si tout le monde fonctionne bien avec tous les modèles, tous ensemble, au fond, il y a une partie du programme qui ne sert à rien. Bon, moi, je dirais que c'est de pire en pire, hein. Il y a de plus en plus de conflits alors à l'intérieur de la pédopsychiatrie, là, avec quand même beaucoup de médecins, nouveaux médecins euh, euh, qui ont l'obligation, hein, aussi de poser des diagnostics et des équipes, pour certaines équipes qui ont des pratiques plus anciennes ou en tout cas qui ont été accompagnées plus par la psychanalyse pendant 15 ou 20 ans et qui aujourd'hui, il y a une espèce de rupture. Et finalement, moi, je suis je travaille sur 2 équipes et il y a une des 2 équipes où on est en régulation parce qu'il y a une impossibilité de conflictualisation, alors il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, mais ça part aussi il suffit juste de discuter qu'est-ce que c'est le soin, et entre les médecins un peu jeunes et des praticiens, éducateurs ou psychologues un peu aguerris, c'est pas du tout la même chose qui est mis derrière. Et comment vous réglez ça alors? Alors là, sur cette équipe particulière, là, l'employeur a accepté puis décidé de mettre en place une régulation, mais je ne sais pas du tout comment ça va se résoudre. Là, ce que je vois, là, je travaille sur une autre équipe où c'est plutôt des jeunes praticiens, plutôt du milieu médical, des infirmiers qui sont sur les services et qui ne remettent pas forcément en question l'autorité médicale. Donc, c'est beaucoup moins difficile, mais il y a peut-être un appauvrissement aussi de la clinique. La clinique du sujet, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Mais ça, je trouve que c'est un point intéressant pour l'anthropologie clinique, c'est-à-dire d'avoir travaillé avec des équipes. On m'avait appelé à une époque dans un CESAD dans lequel il y avait un psychiatre qui était psychanalyste et puis la psychologue embauchée qui était neurocognitiviste. Et donc, c'était assez terrible puisqu'il ne parlait plus de clinique du tout. Il y avait une sorte de chape de plomb, de froid généralisé. Il n'y avait plus moyen de parler des situations. Et donc, le fait de penser un concept qui est amené par le psychanalyste et d'essayer de penser le concept qui est amené au niveau neuroscientifique et de penser des articulations, des traductions, et la sémiotique permet ça, permet de traduire, de faire des convergences et de finalement montrer que ce dont parle l'un rencontre tout à fait à un autre niveau ce dont parle l'autre. Et que finalement, il y a tout à fait moyen de penser avec des modèles différents et sans sacrifier son modèle à des articulations possibles et chacun peut récupérer sa clinique et travailler ensemble. Mais j'ai l'impression qu'il y a à la fois des histoires d'identité professionnelle, c'est-à-dire le fait que si je commence à prendre les concepts de l'autre, c'est les concepts de l'ennemi, quoi, et je perds mon identité professionnelle. Donc, je pense qu'il y a des questions aussi identitaires. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas par hasard que Nicolas a détourné sa thèse du narcissisme pour parler des psychothérapies comparées. Il y a quelque chose effectivement d'une préservation d'un narcissisme collectif là, au travers du modèle qui résiste. Mais je pense qu'il y a aussi une question épistémologique. C'est-à-dire de faire ce travail, d'aller chercher où sont les différences et où sont les convergences au niveau épistémologique, de quoi ça parle finalement, et en quoi le fait que ça parle de ça ne vient pas en contradiction avec le fait que dans l'autre domaine, ça parle de ça. Et donc, le fait de passer d'une construction sémiotique où le discours du psychanalyste serait en S1 et le discours du neurocognitiviste serait en moins S1, c'est-à-dire dans une contradiction, le fait de pouvoir le penser comme étant S1, S2, c'est-à-dire 2 discours qui sont contraires, mais qui peuvent tout à fait trouver des articulations, la sémiotique nous permet de penser ça. Et donc, quand j'ai quitté cette supervision-là, ils arrivaient à se parler quand même. Bon, après, le psychiatre est parti, mais c'était la retraite. Mais il y a quand même eu des moments où ces professionnels arrivaient à se parler. Donc, je crois qu'il y a un intérêt quand même pour avoir une pensée qui est une pensée d'articulation et une pensée de traduction
et d'une traduction qui n'est pas une réduction au discours, à un des discours en conflit, en fait. Je crois que c'est ça la force de la sémiotique, c'est d'avoir une traduction qui n'est pas le langage d'un des discours conflictuels. Oui, je voulais réagir aussi. Merci déjà de l'apport de la sémiotique. C'est vrai que ça fait du bien aussi d'entendre qu'on a le temps de déplier les choses, même en opposition. Mais justement, je pense que c'est sur l'espace et le temps pour déplier ça où j'ai l'impression que c'est mis à mal en institution et c'est souvent là où on voit les rigidifications parce qu'on pense ne pas avoir le temps de déplier déjà rien que la singularité du patient ou de ce qu'on vit avec le patient. Et en retour, du coup, ça fait retour, il me semble, sur les professionnels où on se rigidifie sur une identité en fait qui devient un peu superficielle quelque part parce que pas vraiment réellement incarnée sur le moment par rapport au récit qu'on fait. En fait, on se rigidifie en fermant une porte pour se défendre, quoi. Mais il me semble que c'est parce qu'on a, en tout cas en institution, moi, de ce que j'ai vécu, c'est qu'on on compte le temps qu'on peut accorder à déplier les choses, la complexité, en fait. Je ne sais pas si, voilà, ça fait un peu écho à peut-être ce que Romain Mouviel disait, mais moi, c'est mon vécu en tous les cas. Marie, oui. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'on avait même une organisation des soins qui était pensée de façon atomisée quand même. Alors, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, mais... On ne doit pas vous entendre très bien, peut-être. On prend mal. Je suis la seule avec le masque. Je mets des masques. Je pense qu'on a même une organisation des soins qui est maintenant pensée quand même beaucoup de façon atomisée. Moi, j'ai découvert par mon interne là, qu'il y avait une unité d'hospitalisation dédiée aux troubles de l'attachement. Pour moi, certes, qui fait de psychopathologie, qui est vraiment une lecture intéressante, mais imaginez qu'on hospitalise des gens avec des troubles d'attachement, je découvre quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des outils qui finalement deviennent plus importants que la clinique et qui permettent peut-être de remettre un sens qui s'est perdu. Je crois aussi qu'il y a vraiment une perte de repère. Moi, j'étais entre guillemets élevée à l'époque, on me disait tu choisis ton camp, quoi. Tu choisis ta théorie et tu t'y tiens parce que c'est ça qui va t'aider à penser, sinon tu vas faire n'importe quoi. Donc, je pense que c'est une erreur. Hein. Je pense qu'il faut avoir des cas, certes, mais il faut en avoir plusieurs. Et je crois vraiment que là, en tout cas en pédopsychiatrie, par exemple, on devient nous-mêmes une spécialisation par-ci, une spécialisation par-là, et finalement, on écoute les gens en pathologie comme en chirurgie, finalement, il y a cette part du temps, c'est difficile, il faut dire qu'il faut tienne des choses, il faut que si on fait ça, on ne peut pas faire ça, mais il va falloir faire une pensée, mais ça collance. Non, je pense que c'est compliqué. Ouais. Et effectivement, je rejoins, ça fait un peu vieux con, je suis peut-être. Mais moi, je vois arriver des médecins, alors je ne suis pas très vieille, hein, des psychiatres qui arrivent avec tout le DSM en poche, en fait. C'est très compliqué, de dire que finalement, c'est pas intéressant, le DSM, que c'est juste un espèce de découpage, encore une fois, que ça se veut à théorie, c'est-à-dire qu'il faut de la théorie derrière, parce qu'on est des psychothérapeutes, et que poser un diagnostic, ça n'a pas de sens si ce n'est pas pour poser un traitement. C'est vrai que ce n'est pas évident. Et du côté des institutions, de toute façon, ce n'est pas suivi, puisqu'on demande quelque part une activité, un chiffre, enfin voilà, donc ce n'est pas porté, il faut pouvoir avoir un sens clinique, en fait. C'est très étonnant parce que le DSM est pensé comme athéorique pour éviter les bagarres, et on assiste à des combats de gladiateurs. Oui, mais en tout cas, en t'entendant, je me dis que ça répond donc à ces deux niveaux, c'est-à-dire de pouvoir penser une clinique humaine plus globale à partir de l'anthropopsychiatrie et qui permettent d'intégrer quand même différents courants. Et puis peut-être de pouvoir travailler avec cette hyper-spécialisation, c'est-à-dire, bon, OK, clinique de l'attachement, clinique de la phobie, clinique des addictions, clinique de, etc., etc. Donc, on est dans le morcellement dont parle Nicolas depuis 30 ans, hein, cette histoire-là. Donc maintenant, on est bien installé dedans, ça fonctionne. Donc, il va falloir quand même qu'on arrive à travailler ensemble, à trouver des passerelles et des ponts pour articuler quelque chose et retrouver un peu de globalité pour le sujet, sa famille, le patient, etc. Donc ça, c'est bon. Donc à la question de Nicolas, où est-ce qu'on en est en 2021 ? Ça va, donc il y a encore du taf sur cette question-là.
si je peux témoigner un peu par rapport à la question de Nicolas, en tant que formateur, la rencontre avec l'anthropologie clinique et l'anthropopsychiatrie a été très pertinente, parce que on n'a pas suffisamment parlé, les 4 catégories de la condition humaine sont reliées en fait aux catégories psychopathologiques. Et parmi les 4, il y en a une qui est la technique, qui est reliée avec la perversion. Et cette catégorie de la condition humaine et de la psychopathologie a été précieuse, d'une part, pour comprendre ce qui se fait dans les pratiques éducatives dans le champ de la protection sociale, la protection de l'enfance, et de surcroît, l'intérêt de travailler avec la sémiotique pour se dégager des aspects purement techniques de la pratique éducative dans le champ de la protection de l'enfance. Je vais donner un exemple. Parfois, les travailleurs sociaux en formation, lorsque je leur pose la question, quand vous avez l'ordonnance du magistrat, du juge des enfants, qu'est-ce que vous faites? Alors, naturellement, le travailleur social indique qu'il lit tout de suite les recommandations et les prescriptions du magistrat. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans? On dit il faut travailler la parentalité. C'est très large. Il faut aller voir l'orthophoniste. Il faut prendre rendez-vous avec la maîtresse d'école. Ce sont des prescriptions de moyens, mais jamais on a les objectifs, les besoins fondamentaux de l'enfant. Jamais on travaille les ressources et les empêchements de cette famille. Parce que si on se contente d'être dans une approche humaine, seulement technique, on sait que ça relève de la psychopathologie, la perversion, on est dans l'instrumentalisation de la relation avec les familles. Il suffit d'en donner des ordres. Si vous voulez une main levée, allez voir l'orthophoniste avec votre gamin. J'exagère un peu, mais c'est pas mal. En revanche, lorsque je mets au travail avec la sémiotique et le schéma narratif, on l'appelle aussi schéma actentiel, lorsque je demande aux gens en formation, alors maintenant, vous avez une prescription de moyens du magistrat. OK, vous connaissez les nomenclatures des besoins fondamentaux. À quoi renvoient les prescriptions? Ah oui, alors ils disent un retard du développement. Donc, quels sont les besoins qui ne sont pas suffisamment pourvus, dont le retard de développement en est le signe? Et du coup, ce qu'on appelle la quête dans une narration apparaît de façon très claire aux uns et aux autres, et certains vont dire, ben oui, défaut de stimulation, d'ouverture au monde, tout ça est dans la nomenclature des besoins fondamentaux. Et ça prend sens. C'est-à-dire que la pratique éducative technique devient une pratique humanisée qui se redéploie à l'intérieur des 4 catégories de la condition humaine et qui navigue justement à faire bouger les choses du point de vue pour l'intervention et la construction de la relation éducative et d'aide avec la famille. Ça fait bouger du point de vue, pas seulement du contrôle et de la technique, c'est-à-dire la perversion, mais du côté de l'éthique, du côté aussi de l'identité et du côté de l'ambiance. Et voilà selon quoi le modèle de l'anthropologie clinique est très très important pour justement rester dans une dimension humaine, en mouvement, pour les uns et les autres, famille comme intervenants. Voilà ce dont je voulais témoigner. Merci. C'est vrai qu'on n'a pas déployé le petit tableau, mais je pense que ça se fera dans les séances suivantes pour bien avoir comme représentation. Mais on peut quand même renvoyer à l'article, peut-être, aux 2 articles, je ne sais pas, peut-être on pourrait les mettre dans le chat pour que tout le monde puisse les avoir. On pourra mettre des documents au fur et à mesure, tiens, ça sert à ça. Je n'arrive pas à cette fenêtre. Ils sont sur le site aussi, oui. Ouais, bon. Hop. OK. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions avant de se quitter? On a commencé à peu près à l'heure, alors on va pouvoir se quitter à peu près à l'heure. OK. Tout le monde a faim finalement, 9 heures, je ne sais pas si les gens ont mangé ou pas. Mais non,
sort de la consultation, on arrive, ventre à terre, on n'a pas mangé encore. Ok, écoutez, voilà, ça montre un peu le point de départ, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui méritent d'être précisées, développées, des apports de connaissances à faire. Je vois qu'il y a beaucoup de demandes sur de l'exemplification. On l'a prévu comme ça. Là, ce soir, c'est vrai qu'on était un peu, peut-être vous nous avez trouvé un peu sec par rapport à ça parce que pris au dépourvu, bien que la bise ne soit pas venue. Mais promis, juré, il y aura des exemplifications, des déploiements de cas et on pourra discuter de façon plus précise autour de situations cliniques. C'est prévu comme ça. Il y aura des apports théoriques aussi, mais on fera des séances directement liées à la clinique. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vois que tout le monde est resté jusqu'au bout. C'est magnifique. Je vous remercie beaucoup. Et puis, on se retrouve donc Wilfried, le 23, autour du stade du miroir, revisité par Wilfried Magnier, qui est psychologue, psychanalyste, thérapeute de famille, et qui va reprendre le stade du miroir à l'allure de l'anthropologie clinique. Je vous remercie de votre attention et au bonheur de vous retrouver la prochaine fois. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup.